Elle a chanté les lumières et les rêves de Downtown, mais sa véritable histoire demeurait toujours discrète, juste hors de portée. Petula Clark, la fille dorée de Grande-Bretagne devenue icône pop planétaire, a envoûté les foules avec une voix qui semblait traverser les décennies changeantes tel un éclat. Des performances royales en temps de guerre au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était omniprésente. Pourtant, derrière le sourire impeccable et les succès intemporels, se cachait une existence personnelle jalonnée d'un amour intense, de sacrifices et d'une vérité inexprimable qui l'a accompagnée au fil des ans. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin rompu le silence. De l'enfant prodige à l'icône de guerre, une genèse inattendue. La vie de Petula Clark n'a pas débuté sous les projecteurs, mais au son des sirènes. Née le 15 novembre 1932 à Epsom, dans le Surrey, à quelques kilomètres de Londres, son enfance fut marquée par le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'avait que 7 ans lorsque le Royaume-Uni déclara la guerre à l'Allemagne. Tandis que la plupart des enfants s'accoutumaient aux tickets de rationnement et aux masques à gaz, Petula découvrait une voix capable de percer la peur comme un rayon de soleil. Son père, Leslie Clark, infirmier de profession et découvreur de talents amateurs par instinct, l'a poussée vers le micro, non pas pour la gloire, mais pour servir une nation en quête d'espoir. Ce moment arriva plus tôt que prévu. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Petula fut invitée à la BBC pour un programme destiné à remonter le moral des troupes britanniques. Le destin voulut que le studio soit bombardé pendant un raid aérien, menaçant l'annulation de l'émission. Mais au lieu de céder à la panique, la jeune Petula proposa de chanter a cappella pour les soldats en attente. Son interprétation de Mictilaka Rose fut non seulement diffusée, mais elle bouleversa également les auditeurs. Ce soir-là, une étoile était née. Elle se produirait dans plus de 500 émissions de radio pendant la guerre, souvent depuis des abris anti-aériens et des camps militaires. Les soldats la surnommèrent la chérie chantante et la BBC la qualifia de Shirley Temple britannique. Ce surnom perdura, mais ne la définit pas. Tandis que d'autres enfants artistes de guerre disparaissaient des projecteurs, Petula ne faisait que prendre de l'élan. Au milieu des années 1940, elle opéra une transition fluide vers le cinéma britannique. Elle débuta dans le film Medal for the General, où elle incarnait une écolière aidant un général à la retraite à retrouver un sens à sa vie, un rôle particulièrement approprié, puisque Clark, dans la réalité, faisait exactement cela pour tout un pays. Au cours de la décennie suivante, elle joua dans plus de 20 films, notamment dans la populaire série Huguette Family, et partagea l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. Mais c'est la musique, et non le cinéma, qui allait sceller son héritage. Le premier enregistrement commercial de Clark remonte à 1949 avec la chanson Puis Your Shoes Son Lucy, sortie sous le label nouvellement créé Polygon, une maison de disques fondée spécifiquement pour propulser sa carrière. La même année, elle cofonde le label avec son père et Alan Freeman, affirmant son statut non seulement de chanteuse, mais aussi de femme d'affaires avant-gardiste. Le label fut finalement absorbé par Pi Records en 1955, où elle resta jusqu'au début des années 1970. C'est à cette époque que ses talents linguistiques commencèrent à briller. Clark chantait couramment en français, allemand et italien, une prouesse rare, même parmi les plus grandes stars européennes. Son tube de 1954, The Little Showmaker, connut un succès fulgurant en Australie et lui ouvrit les portes d'un public international plus vaste. Beaucoup y virent le début de sa carrière mondiale, mais Petula savait mieux que quiconque que ce n'était que la suite d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, mais simplement suivie. Derrière les mélodies joyeuses et le charme du grand écran, une autre histoire se dessinait. La célébrité lui avait coûté quelque chose que peu de gens remarquaient à l'époque, le luxe d'être une enfant. Tandis que ses camarades assistaient à des bals scolaires, Petula répétait pour des émissions de la BBC. Les vacances d'été étaient remplacées par des sessions d'enregistrement et des tournées à l'étranger. Et même si elle s'en plaignait rarement en public, elle avoua plus tard avoir ressenti un profond détachement du monde en dehors de la scène. Elle reconnaîtra plus tard que cette distance ressentie dans sa jeunesse a peut-être inconsciemment influencé la manière dont elle se rapprochait, ou non, de ses propres enfants. Dès son plus jeune âge, Petula Clark avait compris ce que signifiait servir une cause plus grande qu'elle. Elle a offert son enfance à une nation en guerre et en est ressortie avec une carrière, une image publique et une voix qui la porterait à travers les générations. Mais la fillette qui chantait pendant les bombardements avait déjà saisi une vérité qui l'accompagnerait toute sa vie. La lumière la plus vive projette souvent la plus longue ombre. L'ascension des sommets et les adieux sonores. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus une étoile montante, elle était un nom connu de tous.
Elle avait conquis la radio britannique, charmé le public du cinéma et se trouvait désormais prête à embrasser quelque chose d'encore plus grand, la gloire dans la musique pop. À seulement 20 ans, Clarke avait déjà vécu plusieurs vies sous les projecteurs. Mais c'est aussi pendant cette période tourbillonnante qu'elle connut sa première peine de cœur, profondément personnelle et discrètement dévastatrice. Il s'appelait Joe Mr. Piano Henderson, un pianiste élégant et charmeur, reconnu pour son style raffiné et sa facilité à établir un lien avec le public. Présence régulière dans les programmes de variété britanniques, c'est sa collaboration avec Petula qui eut le plus grand impact. Ensemble, ils animaient l'émission radio populaire PN Monsieur Piano sur la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable, des duos empreints de chaleur, des échanges complices et une tension sous-jacente plus profonde. Le public, comme les tabloïds, ne mit pas longtemps à spéculer. La chérie de la nation avait trouvé son prince, semblait-il. En effet, Petula et Joe étaient amoureux. Ils passaient des heures en studio et encore plus de temps en dehors à parler musique, vie, rêve. À un moment donné, des murmures de fiançailles circulaient même, mais en coulisses, des fissures apparaissaient, non pas à cause de trahison, mais de peur. Henderson, bien que talentueux, se sentit de plus en plus éclipsé par la trajectoire fulgurante de Petula. Elle recevait des offres de l'étranger, enregistrait en plusieurs langues et surpassait aisément ses contemporains. Joe, quant à lui, voyait sa carrière stagner. « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clarke », avoua-t-il plus tard, une confession discrète, mêlée d'insécurité et de tristesse. La rupture ne fit pas les gros titres. Elle eut lieu dans le calme, sans éclat. Et pourtant, pour Petula, ce fut une perte profonde. Joe n'était pas seulement un petit ami, il avait été un partenaire créatif, une présence rassurante, un pilier de ses débuts. Ils continuèrent à travailler ensemble un temps, mais quelque chose avait changé. En 1957, Henderson sortit la ballade mélancolique There's Nothing More to Say, un morceau doux et poignant qui semblait résonner comme un adieu. Petula, avec sa grâce habituelle, l'inclut sur son album In Other Words cette même année. Un clin d'œil discret à un homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même si l'amour avait changé de forme. Mais le chagrin n'entrava pas son élan. En 1957, Petula fut invitée à Paris pour apparaître dans Musicorama, une émission télévisée en direct présentant les plus grands talents musicaux. C'est là, au cœur du tumulte médiatique français, qu'elle rencontra Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude n'était pas artiste. Il ne jouait d'aucun instrument, ne chantait pas en harmonie, mais il avait quelque chose que Petula n'avait jamais trouvé dans le milieu musical, la sérénité. Réservé, intelligent et surtout présent. Leur relation évolua lentement, délibérément, à l'abri des caméras. En 1961, ils se marièrent. Pour la première fois, Petula semblait tout avoir. Avec Claude, elle construisit un foyer à Genève, en Suisse, loin du tumulte du show-business. Ils eurent 3 enfants, Barbara, Catherine et Patrick. Petula décrivit la maternité comme une joie, mais aussi comme un numéro d'équilibriste. La célébrité ne l'avait pas lâché. Tandis que d'autres artistes se retiraient dans une vie domestique, Petula entamait son âge d'or musical. En 1964, elle enregistra Downtown, une composition de Tony Hatch qui la propulsa au rang de star mondiale, atteignant la première place aux États-Unis et faisant d'elle une véritable icône internationale de la pop. Mais derrière les trophées et les ovations, la culpabilité couvait. Clarke était une mère active à une époque où cela restait rare et parfois mal vu. Elle avoua plus tard que les rôles simultanés de vedette mondiale et de mère n'avaient jamais été faciles à concilier. Il y eut des anniversaires manqués, des vacances annulées, de longues périodes d'absence que ses enfants apprirent à accepter sans jamais vraiment comprendre. « Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère », dit-elle un jour, et je me demande parfois ce que cela leur a coûté. Au fil des années 1960, Petula Clarke devint l'une des chanteuses les plus reconnues au monde. Son mariage dura, non sans tension. Le son des adieux résonna plus d'une fois dans sa vie personnelle, de la rupture silencieuse avec Joe Henderson au sacrifice lié à l'éducation d'une famille tout en courant après les chansons aux 4 coins du globe. Le monde voyait une star polie, rayonnante, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs se trouvait une femme qui avait offert des morceaux de son cœur à l'amour comme à l'ambition, sans jamais vraiment savoir lequel les lui rendrait intacts. Se réinventer loin de chez soi, une évolution discrète. La British Invasion appartenait peut-être aux Beatles et aux Stones, mais Petula Clarke était déjà loin, géographiquement, musicalement et émotionnellement. Au début des années 1960,
elle avait tourné le dos à la scène trépidante du divertissement londonien et trouvé refuge dans un coin plus calme et cosmopolite d'Europe. Avec son mari Claude Wolff, elle s'était installée à Genève, en Suisse, un endroit où la célébrité comptait peu et où la presse gardait une distance respectable. Pour Clarke, c'était une fuite délibérée, non une retraite. Elle ne voulait pas disparaître, elle voulait évoluer. Bien avant que Downtown n'explose dans les classements mondiaux en 1964, Clarke s'était déjà imposée comme une grande star en France. Elle enregistrait abondamment en français, produisant des succès comme Cœur blessé, Yaya Twist et Chariot. Ce dernier devint un phénomène mondial lorsqu'il fut réimaginé en anglais sous le titre He Will Follow Him, interprété par Little Peggy Marsh. Son accent était impeccable, son élocution naturelle. Le public français ne la voyait pas comme une curiosité étrangère, il l'embrassait comme l'une des leurs. À Paris, elle devint une figure chérie de la télévision et de la radio, côtoyant des icônes comme Charles Aznavour et Serge Gainsbourg. Pourtant, contrairement à beaucoup de ses homologues britanniques, Clarke ne cherchait pas à entretenir sa célébrité. Elle refusait les interviews. Elle refusait de jouer le jeu des vedettes. Celle qui avait été l'enfant prodige de la guerre au Royaume-Uni protégeait farouchement sa vie adulte. Elle voulait le contrôle de son image, de son intimité, plus que tout, de son temps. La vie en Suisse lui offrait exactement cela. Depuis sa maison près du lac Léman, elle pouvait travailler en paix, élever ses filles et passer ses week-ends dans un chalet isolé, niché dans les Alpes françaises. Aucun paparazzi n'attendait à sa porte. Aucun tabloïd ne publiait de ragots. Dans ce nouveau chapitre, elle commença à façonner une carrière qui n'était pas liée au public anglophone ni aux pressions des classements pop. Elle enregistra en italien, en allemand et en espagnol. Elle tourna à travers l'Europe, se produisant devant des fans adorateurs à Rome, Berlin, Madrid et Bruxelles. Tandis que Londres la couronnait première dame de la chanson, elle bâtissait tranquillement un empire sans chercher l'approbation de quiconque. Des années plus tard, Clarke parlerait avec une franchise rare des sacrifices qu'elle avait faits. Les tournées incessantes, les heures sans fin en studio, le temps passé loin de ses enfants, Barbara et Catherine. Elle manqua leurs pièces de théâtre à l'école. Elle manqua leurs genoux écorchés. Les anniversaires étaient souvent célébrés par téléphone ou avec des cadeaux laissés dans des chambres d'hôtel. « J'ai fait de mon mieux », dit-elle un jour dans une interview, sa voix empreinte d'une peine que seul le temps peut sculpter. Mais mon mieux, c'était souvent de loin. Les années 1970 furent marquées par la réflexion. Alors que les succès pop ralentissaient, Clarke se tourna de plus en plus vers le théâtre, un médium qui lui offrait à la fois structure et profondeur émotionnelle. Sur scène, elle pouvait s'immerger dans un rôle plutôt que d'incarner Petula Clarke, star de la pop. En France et au Royaume-Uni, elle joua des rôles exigeants dans des comédies musicales, des rôles qui la défiaient autant vocalement que dramatiquement. Contrairement aux sommets éphémères de la célébrité pop, le théâtre lui apportait quelque chose de plus ancré. Il ne s'agissait plus de courir après les tubes, il s'agissait de raconter des histoires. Et le public, toujours fidèle, la suivit. Ils vinrent la voir dans La Mélodie du Bonheur où elle joua Maria avec une tendresse nourrie par l'expérience. Dans Sunset Boulevard, elle enfila les chaussures hantées de Norma Desmond, non seulement en jouant le rôle, mais en y apportant le poids de décennies sous les projecteurs. Les spectateurs ressentaient cette authenticité. Ils l'avaient toujours ressentie. Dans les coulisses, Clarke se mit à écrire davantage de musique, souvent en collaboration avec des compositeurs et paroliers français. Elle sortit des albums inclassables, mêlant chansons, ballades et airs de théâtre dramatique. Elle ne cherchait plus à entrer dans le top 40. Elle chantait simplement la musique qui résonnait avec la femme qu'elle était devenue. Même dans ses 50 ans, l'équilibre entre vie publique et nostalgie intime restait fragile. Sur scène, elle éblouissait, gracieuse, lumineuse, chaque note intacte. Mais chez elle, elle était une mère réfléchissant au temps perdu et aux choix faits. Peu d'artistes parviennent à se réinventer aussi complètement, encore moins dans plusieurs langues, cultures et disciplines. Rares sont ceux qui le font avec une telle humilité. Scandale, silence et dignité, l'incident de 1968. À la fin des années 1960, Petula Clarke n'était pas étrangère à la célébrité. Avec sa voix d'or et des succès internationaux comme Downtown et Don't Sleep in the Subway, elle avait conquis les classements pop au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans toute l'Europe. Mais, peut-être plus impressionnant encore, elle l'avait fait sans la moindre controverse. Dans une industrie saturée de scandales croustillants et de crises médiatiques, Clarke était une exception, posée, élégante et apolitique.
Tout cela changea en 1968, non pas à cause d'un scandale de son fait, mais à travers un moment si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas touché un nerf à vif des tensions raciales américaines. L'incident eut lieu pendant l'enregistrement de Petula, son émission spéciale en prime time sur NBC. L'invité était Harry Belafonte, lui-même habitué à l'activisme pour les droits civiques et aux controverses publiques. Ensemble, ils interprétèrent On the Path of Glory, un chant spirituel et engagé sur l'unité et la justice. Pendant qu'il chantait, Clarke, ému par l'instant, posa doucement sa main sur le bras de Belafonte. Chrysler, le sponsor de l'émission, s'y opposa immédiatement. Un représentant de la marque automobile, présent sur le plateau, exigea que la scène soit retournée ou coupée au montage. La raison invoquée était brutale. Une femme blanche touchant un homme noir à la télévision nationale pourrait heurter le public sudiste, pire encore, nuire aux ventes. Petula Clarke fut horrifiée. L'idée qu'un geste humain, simple et sincère, puisse être perverti en quelque chose de menaçant ou déplacé n'était pas seulement insultante, c'était révoltant. Elle, ainsi que son mari et manager Claude Wolff, restèrent fermes, la scène ne serait pas modifiée. Elle serait diffusée telle qu'elle, ou pas du tout. Chrysler céda. L'émission fut diffusée sans altération, et Petula Clarke entra dans l'histoire comme la première personne à refuser la censure à la télévision américaine sous la pression d'un sponsor à propos d'un contact interracial. La réaction fut mitigée. Les défenseurs des droits civiques saluèrent son courage discret. Belafonte raconta plus tard qu'il s'agissait d'un « puissant moment de solidarité muette ». Mais d'autres furent moins bienveillants. Clarke fut subtilement mise à l'écart de plusieurs chaînes américaines dans les années qui suivirent. Les offres diminuèrent. Sa visibilité grand public aux États-Unis s'amenuisa, non pas par perte de talent ou de popularité, mais en raison d'un contre-coup silencieux de l'industrie. Pour Petula, ce fut un rude réveil. Elle croyait que la musique transcendait les barrières, que l'art, dans sa forme la plus pure, pouvait unir. Mais l'incident révéla une vérité plus sombre. En 1968, même un geste de tendresse entre deux artistes respectés pouvait devenir un point de tension politique. Elle choisit de ne pas en faire un spectacle public, pas de conférences de presse, pas d'interviews enflammées. Elle ne voulait pas être étiquetée comme une cause. Mais en privé, cet épisode la transforma. Elle commença à aborder sa vie publique avec plus de prudence. Elle devint plus protectrice de son image, non par vanité, mais par nécessité. Elle apprit que la célébrité était fragile, et pour une femme, encore plus. Un geste mal interprété pouvait anéantir des décennies de travail. Dans la décennie suivante, Clarke orienta sa carrière loin du tourbillon incessant de la pop. Elle refusa des rôles au cinéma, y compris dans des comédies musicales à gros budget. Elle ne cherchait plus à dominer les classements. Elle retourna plutôt à la scène, là où sa carrière avait commencé. Elle interpréta des rôles principaux dans des comédies musicales telles que The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur, Sunset Boulevard et Blood Brothers. Dans ces personnages, souvent marqués par la douleur, la grâce et une rébellion silencieuse, elle trouva un nouveau sens. Mais le mot retraite ne faisait pas partie de son vocabulaire. Dans ses 80 ans, Clarke continua de se produire. En 2014, elle rejoignit la production londonienne de Mary Poppins, incarnant la femme aux oiseaux, chantant Feed the Birds avec la même douceur puissante qu'il avait portée à travers les turbulences de 1968. Les applaudissements ne saluaient pas seulement la chanson, mais aussi son endurance, sa dignité discrète et son refus de plier sous la pression. Confession, regret et amour inachevé, la vérité révélée. Ce n'est qu'à l'approche de ses 80 ans que Petula Clarke a commencé à parler ouvertement de son monde intérieur. Dans des interviews, elle a évoqué le coût émotionnel de la célébrité à vie, le temps perdu avec ses enfants, l'éloignement progressif avec Claude et le poids d'une image toujours maîtrisée. Elle a admis ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps, que son mariage, bien qu'il ait duré des décennies, avait perdu son essence romantique. En 2013, elle a discrètement révélé qu'elle et Claude Wolff n'étaient plus ensemble au sens traditionnel du terme. Il est décédé en mars 2024, quelques mois avant son 92e anniversaire. Dans ces rares moments de sincérité, Clarke a aussi avoué qu'elle se demandait souvent à quoi sa vie aurait ressemblé si elle s'était arrêtée plus tôt, si elle avait été plus présente en tant que mère, si elle s'était donné la liberté d'être simplement une femme ordinaire. Pourtant, elle n'en parle pas avec amertume. Il y a une étrange sérénité dans ses réflexions, une acceptation gracieuse que la vie lui a offert un cadeau tout en lui en reprenant une partie. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clarke vit dans un appartement modeste du quartier de Chelsea à Londres.
Bien qu'elle possède toujours son chalet suisse et sa maison à Genève, elle n'a plus rien à prouver. Ses chansons, plus de 1000, parlent d'elle-même. Mais la femme derrière elle a enfin reconnu ce que beaucoup de fans ont toujours ressenti, que derrière l'image lisse se cachait une femme en quête d'intimité plus que d'applaudissements. Le monde la connaît encore comme la voix souriante de Downtown, mais elle se connaît désormais sous un jour plus complet, plus sincère. Et c'est peut-être là sa plus belle performance. Quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clark? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce regard intime derrière la musique, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vont au-delà des gros titres.